Salut Serge Aurier. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. C'est la première interview que tu donnes après toutes tes histoires. Pourquoi est-ce que tu as choisi de m'inviter chez toi? Ouais, parce que on a des éléments communs et je sais que tu es quelqu'un de tranquille. Donc voilà, je profite de ce moment-là pour, on va dire pour discuter, pour un peu m'exprimer là-dessus, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas parlé à la presse, j'ai parlé à personne. Je pense que tu as l'exclu aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que c'est compliqué pour toi de parler à la presse? Compliqué pour moi, pas du tout, parce que avant tout ça, j'étais quelqu'un d'ouvert. C'est-à-dire que je parlais après chaque match, j'essayais quand même de discuter, même si je n'avais pas joué. On me demandait de le faire, et parce que quelques joueurs n'ont pas voulu s'arrêter, etc. Donc je le faisais avec plaisir. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer, de ne pas calculer tout ce qui s'écrit et tout ce qui se dit, mais de rester discret. Ça veut dire que je ne ferai plus d'interviews jusqu'à ce que je quitte la France. D'ailleurs, c'est ce que j'ai demandé. C'est vrai qu'il y a quelques mois, j'étais le mec qui mettait l'ambiance dans le vestiaire. Aujourd'hui, voilà, ils se sont fait une autre image de moi, mais bon, ceux qui me connaissent vraiment et savent très bien comment je suis. On va reprendre l'histoire à zéro. Tu es né en Côte d'Ivoire, Ouais, donc tu viens vraiment de loin. vraiment de loin. Ton père était footballeur. C'est ça. Après, ta mère est venue en France. Elle s'est mise avec un chauffeur de bus C'est ça. à Sevran, C'est ça. qui t'a éduqué, qui t'a donné son nom Aurier. Ouais. Après, tu as commencé le foot à Sevran. Et ensuite, tu es allé à Villepinte. Ouais. Donc j'étais à Villepinte petit. Après, je suis parti à Lens, où j'ai commencé ma formation, où j'ai commencé vraiment à être un peu, on va dire, dans le foot. Mais bon, au départ, c'était pas quelque chose que je voulais faire. C'était un truc pour m'amuser. J'étais avec mes potes à Sevran, on s'amusait. On allait à des associations qui organisaient des après-midi de foot. Parce que tout le monde dit Sevran, tout le monde parle de Sevran en disant voilà, c'est une ville avec le plus haut taux de pauvreté en France, mais c'est aussi celle où il y a le plus d'associations. Il y a 300 associations là-bas qui Ah ouais, mais de toute façon, c'est ça quand t'es un endroit pauvre. Quand je dis je viens de loin, c'est que de Côte d'Ivoire à Sevran, ça fait quelque chose. C'est pas comme si j'étais arrivé sur Paris, en plein Paris, et ça me change. C'est-à-dire que je quittais la Côte d'Ivoire où j'ai pas vraiment vécu mon enfance. J'ai pas vraiment connu, on va dire, la galère. Mais quand je suis arrivé ici, on va dire. T'as découvert la pluie J'ai connu la pluie et la galère. Là, tu vois, là, je suis chez moi, là, je me sens bien. Est-ce que toi, tu te définis comme un mec de quartier ou comme un millionnaire? Non, je suis un mec de quartier. J'ai vécu la misère à Sevran. Mes parents ont vécu la misère à Sevran et aujourd'hui, même avec ma petite réussite, je ne peux pas dire que je suis un millionnaire. La preuve, je vais toujours à Sevran. Je suis toujours avec les mêmes personnes quand je vais là-bas. Je viens de voir tout le monde là au calme. Avant le classico, ça va me prendre la vie, ça me donne la force. Mes amis n'ont pas changé. La puissance, même s'il a des grosses lèvres, mais la puissance, gars, vient d'ici, gars. Quand j'ai 2-3 jours de repos, je mange dans le même grec qu'avant. Tu vois, c'est pour te dire que voilà. Si je Gaffe, normalement, t'as pas le droit de manger des grecs avec ouais, mais après, ton travail. Oui, mais moi, après, j'ai le droit, mais toi, tu peux pas. Mais moi, les grecs, j'en mange un chaque 6 mois. Chaque 6. Tu vois ce que tu veux dire? C'est-à-dire, c'est pas dans mon. On va dire dans Dis, si je mets un but, j'ai le droit à un grec? Non, quand même pas. Non, mais pas du tout. Ça dépend du moment. Ça veut dire que des fois, on a des jours de repos. Tu peux profiter pour manger quelque chose. Il y en a qui ne mangent pas de grec, mais ils mangent plus lourd que ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un grec, pour moi, c'est rien. Je rebondis sur ce truc de sentir banlieusard avant tout, parce qu'on a l'impression que pour toi, l'identité banlieue, c'est au-dessus que l'identité ivoirienne ou française. C'est un truc qui est au-dessus. La banlieue, c'est quelque chose de ceux qui ont vécu dedans. Comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont à l'extérieur, ils voient que du négatif. Tu vois. Moi, aujourd'hui, sans, on va dire, si je n'aurais pas connu Sevran comme ville des plus pauvres de France, je pense que mentalement, ce ne serait pas pareil. Tu vois. Peut-être que je serais quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'ai réfléchi différemment parce que je sais d'où je viens et je sais ce que j'ai connu avant d'être ce que je suis aujourd'hui. Tu vois. Donc, pour moi, c'est important. Et même quand je joue sur le terrain, dans ma tête, je représente un peu toutes les banlieues de France. Tu vois. Et j'ai envie aussi que même des jeunes de banlieue, à travers moi, se disent qu'on peut aller au bout de ses rêves. Mais la banlieue, ça fait partie de la France. Oui, pour moi, oui. Après, pour certains, je ne sais pas, mais... C'est ça la question que je voulais soulever.
Oui, mais Il y a plein de gens qui ont fait en sorte que l'identité banlieusarde soit dissociée de l'identité française. mais non, la banlieue, aujourd'hui, comme j'ai dit, tu ne prends pas que du négatif dans la banlieue. Il y a beaucoup de choses positives. Il y en a qui aujourd'hui qui réussissent et qui arrivent à ne pas oublier d'où ils viennent, tu vois. Et à travers leur statut, qui arrivent à aider les gens à s'en sortir. Moi, j'ai mon club de Villepinte qui allait peut-être fermer si j'avais pas, on va dire, levé le doigt pour dire que je suis là quand même. C'est là-bas que j'ai joué, c'est là-bas que j'ai grandi. Aussi, donc voilà, la banlieue n'apporte pas que des choses négatives, tu vois. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le fait de grandir dans une cité, quand tu te retrouves face à une autre violence, qui est la violence que peu de gens comprennent, qui est la violence de s'encaisser quand ça marche, de s'encaisser la pression, de s'encaisser le fait de devenir une valeur marchande, où tout d'un coup, bah, on te vend, on te rachète. Bon, Parce après, que ça, c'est dur à encaisser aussi. mais c'est ça que les gens ne savent pas. C'est que le football, c'est quelque chose de très dur. Parce que tous les jours, devant des gens, un stade plein, devant des gens qui t'insultent quand ça va mal, qui te mettent en haut quand ça va bien. Et c'est tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, tous les week-ends. C'est l'ascenseur émotionnel. Voilà. Tous les week-ends, il faut que tu sois mentalement prêt. Quand tu parles des insultes, c'est quoi l'insulte la plus violente que tu t'es mangée? Où tu t'es dit, Ouais, non ça. mais là, je mérite, non là... Non, ça c'était quand j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, quand j'étais petit. Et un mec m'a dit, oh Bamboula, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? Mais ça, c'est des trucs, je te parle de ça il y a 10 ans, tu vois. Mais, À l'époque où il y avait même des paquets de gâteaux qui s'appelaient Bamboula. Saint-Michel présente les aventures de Bamboula. Bonjour, je m'appelle Bamboula. Dans le plus grand des calmes. tranquille. Tranquille, ça gêne personne, tranquille. Tu vois? Donc ça, c'est des insultes qui m'ont fait mal quand j'étais petit. J'aimerais qu'on reste sur le terrain des insultes. Il se trouve que tu as prononcé un gros mot qui a choqué beaucoup de monde, et ce gros mot, c'est fiotte. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. C'est quoi ta définition d'une fiotte? Bon, une fiotte, c'est un peu, c'était dans la rigolade, tu vois. Donc, même des fois avec mes potes, bien avant cette histoire-là, c'était des trucs comme ça, t'es une fiotte, c'est quelqu'un qui a peur, on va dire, tu vois. C'est pas un mot où j'insulte les mamans des gens, ou je ne sais pas des gens, c'est un mot qui est peut-être mal placé, mais qui n'a pas de grande importance, tu vois. Que beaucoup de gens pensaient que c'était de l'homophobie ordinaire. Non, pas du tout. Moi, chacun fait sa vie. Moi, j'ai la mienne, les autres. T'es une fiotte. Non. Non. Non, je ne suis pas une fiotte parce que j'ai pas peur. J'ai peur de personne. À part Dieu, j'ai peur de personne. Mais c'est un mot, on va dire, c'est pas méchant, tu vois. Après, comme j'ai dit, certains ont fait toute une affaire autour de ça. Ça a pris des mois et des mois. C'était trop. Pour moi, c'était trop. Et là, je me suis dit, peut-être que j'ai tué quelqu'un. Parce qu'en sortant ce mot-là, je méritais d'aller en prison. Je méritais d'être viré du PSG. Je méritais plein de trucs, tu vois. Donc, quand j'ai pris du recul à tout ça, j'ai dit, OK, d'accord. C'était quelque chose quand même de grave qu'a choqué beaucoup de personnes, tu vois. Et je ne suis pas fier de ça parce que je me suis excusé. J'ai fait une connerie et je suis impardonnable. Donc, je suis prêt à assumer toutes les conséquences. Et je tiens encore à m'excuser auprès de tous les gens qui sont dans ce club. Certains m'ont dit non, c'est pas sincère, non. Mais je me suis excusé parce que le moment le voulait que je m'excuse, tu vois. Et je me suis fait pour mon président parce que je sais très bien qu'il me considère comme son fils, tu vois. Et si j'ai vraiment envie de rester encore au PSG, c'est pour lui. Sinon, si ça ne dépendait que de moi, je serais déjà parti. Quand il y a eu les attentats au Stade de France, comment tu as réagi quand il y a eu la tuerie d'Orlando, qui était justement une tuerie homophobe? L'attaque de la discothèque a fait 50 morts et 53 blessés. C'est la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Écoute, en plus, j'étais pas loin. Donc c'est vrai, c'est pas... T'étais où? J'étais à Miami, j'étais juste à côté, tu vois. Donc déjà, les attentats ici en France, on a mal vécu, tu vois. Et plus ça, c'est... Moi, j'étais à côté, donc tu vois, je l'ai vraiment mal vécu. Après, c'est des choses qui sont incompréhensibles, tu vois. Je sais pas, se lever comme ça, aller faire des choses, aller tuer des gens, il faut vraiment être fou. Donc ces gens-là, je ne comprends pas. Je ne peux que soutenir les familles des victimes, parce que c'est important. Ça peut arriver à tout le monde. C'est comme toi, tu marches dans la rue, tu te fais tirer dessus pour rien. Forcément, ça touche. Ça touche.
Donc tu peux dire devant la caméra que quand tu dis le mot fiotte, c'est pas homophobe pour toi. Non, pas du tout. C'est pas du tout non, c'est pas du tout homophobe. Justement, les gens, ils ont essayé on va dire ça, toucher les politiques. Les gens, ils ont essayé ramener ça dans ce sens-là, mais pas du tout. Comme j'ai dit, c'est comme si t'es comme ça avec ton pote, vous discutez, vous vous insultez, vous parlez de tout et n'importe quoi, tu vois. Et, sauf que moi, c'était dans un cadre où je te dis, je savais même pas c'était quoi Periscope, tu vois. Parce que moi, la vraie question que je me suis posée quand tu as dit leur ambiance c'est une fiotte, l'autre c'est une gaze, je sais pas quoi, Trappe ou Siribou, sérieusement? Trappe. C'est rigolo, les gays, frère. je me suis pas dit il est homophobe ou il est violent, je me suis dit qu'est-ce qu'ils ont mis dans sa chicha. Non, t'as bien vu sur la vidéo, sur la vidéo, je fume pas la chicha, tu vois. C'était mon pote à côté. Et, C'était quoi les vapeurs? ça, faudra lui demander. Faudra lui demander c'était quoi. C'était Mais, une chicha goût problème. Non, je pense. Aujourd'hui, au final, ça nous est retombé dessus. Mais avant ça, ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, on ne connaissait pas l'application. Ça veut dire qu'on vient juste de la télécharger. Tu vois ce que je veux dire? On vient juste de la télécharger et on est en mode délire. C'est-à-dire que moi, si je dois faire ça, c'est pas en direct sur Periscope à dire oui, lui, il fait ça, il fait ci. Tu vois ce que tu veux dire? En fait, c'est comme si tu pensais que tu parlais à quelqu'un. C'est comme si. T'as pas réalisé que tu parlais à des milliers de personnes. Regarde par exemple Snapchat. C'est un compte, tu peux le rendre public, mais tu peux le rendre que privé avec tes amis. Tu vois. Ça veut dire que moi j'ai un compte Snap, je suis que mes amis que je connais qui sont dedans. T'aurais pas dû le dire, les journalistes ils vont se mettre dessus, tu Oui, vas avoir encore des problèmes. Non, pas du tout, ils peuvent. Il n'y a rien là-bas. Est-ce que tu t'as demandé à Periscope qui te paye ou pas, qui te Je donne pense des que bénéfices, franchement? Non, je vais le faire parce que vu comment. C'est toi qui as fait connaître l'application Oui, en France. ça je te dis, donc je pense que je vais le faire. Le logo, il est là, poteau. Ça bouge pas. Je te conseille de faire vite parce que ça a été racheté par Twitter et ils gagnent beaucoup d'argent Periscope. Ouais, mais je vais aller voir Twitter aussi. C'est pareil, tu vois. C'est pareil parce que s'ils ont acheté, ça porte comme toujours le nom de Periscope, tu vois. Donc c'est pareil, je vais aller les voir aussi. Parce que je pense que voilà, ils se sont fait du buzz sur mon dos, donc j'ai le droit d'aller récupérer ce qui m'appartient. Et on continue sur les réseaux sociaux. Alors on revient sur le soir de Periscope. Qu'est-ce que tu avais mangé ce soir-là? Ah rien, je sortais du match en plus. Je n'avais pas joué. Donc je suis préparé le match de Chelsea. Que j'ai rien mangé. Enfin, j'ai fini le match, je rentre à la maison. J'étais posé tranquille. Donc ce jour-là, j'avais rien. Peut-être que j'aurais dû manger. C'est pour ça que le mot gaze aussi a été sorti. Tu avais envie de merguez. En fait. Merguez peut-être, ouais. C'est ton ventre qui parlait. et fiotte, c'était par rapport à ce que tu avais prévu de faire avec ton pote. Ouais, c'est ça. Quand ce truc-là arrive, il y a tout le monde qui tombe dessus. Ouais. Laurent Blanc qui se dit qu'il est profondément choqué et vexé. Comment je l'ai pris? Très mal. Comment ça s'est arrangé avec Laurent Blanc? Ça s'est pas arrangé? Non, je pense que si, c'est arrangé. Après, moi j'ai une discussion avec lui. Et je pense que sur cette histoire-là, il a été vraiment tranquille parce qu'il n'a pas suivi tout ce que tout le monde disait, etc. Il a pris du recul. Je le comprends quand j'ai discuté avec lui. Voilà. Il m'a dit ce qu'il pensait. Je lui ai dit ce que je pensais. Donc voilà. Il a vraiment pris du recul. Et ce que je comprends, parce que moi, juste après l'histoire, je lui ai envoyé un message. Je l'ai appelé plusieurs fois. Il n'a pas répondu, mais c'est normal, tu vois. Quand tu sors d'un truc comme ça, il faut prendre du recul. Donc moi, je l'ai compris. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Il m'a répondu un peu plus tard. On a discuté, on s'est vu. Et puis voilà, mais moi, je me suis excusé parce que voilà, je comprends. Il a une famille. Je pense que ses enfants ont peut-être mon âge aussi et qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Donc tu vois, venir sur les réseaux sociaux et entendre qu'on parle de ton père de cette manière-là, c'est quand même difficile, tu vois. Est-ce que l'acharnement de la presse, il y a un moment où tu te dis je mérite pas ça? Parce que sincèrement, j'avais l'impression que tu avais... Moi, tu vois, je te connais pas. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était dans un morceau de Gradure. Ces bâtards me jalousent, mais faut que j'accélère comme Serge Aurier à Toulouse. Et après, j'ai vu le mec qui marque Toulouse, PSG. J'ai vu l'évolution. Donc pour moi, t'étais une référence de rap. Ouais. Tu vois? Et tout d'un coup, je me réveille après l'affaire Periscope. J'avais l'impression que t'avais tué quelqu'un. C'est... Comment t'expliques qu'à chaque fois qu'un joueur de foot dérape, il se passe ça? Moi, je suis mieux placé pour t'expliquer, donc je pense. Tu sais, aujourd'hui, on est des exemples pour des enfants, pour des gens, tu vois.
y a des gens qui payent des billets pour venir nous voir, qui font des kilomètres pour venir nous voir, tu vois. Il y a même des gens de Chine qui viennent à l'entraînement pour regarder nos entraînements, tu vois. Donc, c'est un peu tout ça, c'est-à-dire qu'on est dans un truc qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mais est-ce que tous les joueurs de foot sont logés à la même enseigne quand ils dérapent? Est-ce que toi, par exemple, si tu avais fait ce que Giroud avait fait, tu aurais eu les mêmes problèmes? Est-ce qu'on l'aurait oublié? Je sais pas. Parce que vu ce qui m'est arrivé là et comment ça a pris une ampleur, je ne peux pas te dire que si j'aurais fait les mêmes erreurs que Giroud, je serais... Je sais pas. Après, je sais pas si... T'as compris le sens de ma question? Oui, j'ai compris, mais j'ai pas envie d'aller plus loin. Parce que c'est sérieux où tu veux m'emmener. T'as été soutenu par d'autres joueurs ou pas à ce moment-là? Il y en a qui t'ont quand même envoyé des textos? Presque tout mon vestiaire. Parce qu'il y avait des choses qui sortaient, qui se disaient, oh non, ils veulent plus le voir dans le vestiaire, ils veulent pas l'accueillir, etc. Les gens, s'ils viennent dans le vestiaire, ils vont se couper la tête. C'était que des bêtises. Là, je suis au mode... Et là, pendant l'Euro, quand tu vois tout ce qui se passe autour de Paul Pogba... Mais moi, j'ai vu le geste. Moi, j'étais avant de prendre l'avion, donc quand je suis arrivé le matin, j'ai vu les journaux. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est un bon ami à moi. Et donc, je l'appelle, il ne répond pas. Donc moi, je lis les journaux et je vois. Et je vais même sur Internet pour regarder l'image, la vidéo. Ça me fait rigoler. Parce que c'est quelqu'un qui est de nature joyeux. Mais quand je dis joyeux, il a une énergie, mais des fois, je le regarde, je dis, mais t'es pas... À revendre. Et là, ils ont dit, il a fait un bras d'honneur. Et c'est comme si tu marques. Il y en a qui marquent qui font ça. Tu vois. Je ne veux pas dire à chaque fois que quelqu'un marque qui fait ça, c'est dire qu'il fait un bras d'honneur. Non, il est content. Et lui, je pense qu'il était un peu énervé du fait qu'il n'ait pas joué le match d'avant. Enfin, qu'il n'ait pas joué, qu'il ait joué le match d'avant, mais qu'il n'a pas été bon. Et que le deuxième match était sur le bon. Et forcément, quand tu rentres dans un match difficile comme ça, où vous marquez à la fin, tu as envie de tout lâcher. Là, il peut. Là, il peut. Là, il va. Là, il va. Dimitri Payet pour son deuxième but dans cet Euro. Est-ce que tu penses que l'équipe de France cristallise le racisme? Entre Pogba, Benzema, Nasri. On a eu que des polémiques dégueulasses sur l'équipe de France. Moi, franchement, tu peux pas dire que la France... Il y a des gens qui sont racistes en France. Et tu peux pas dire que l'équipe de France, c'est raciste. Regarde la liste. Non, qu'elle cristallise le racisme. Je dis pas qu'elle est raciste. Je sais pas parce que... J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un débat maintenant sur des footballeurs, ça devient un débat identitaire. Même maintenant, ça touche même les politiques. C'est ça qui fait peur, tu vois. C'est-à-dire qu'à la base, les mecs, ils savent même pas toucher un ballon, ils savent même pas c'est quoi un ballon. Mais dès qu'il y a un truc qui part dans, on va dire, un truc qui peut les arranger, boum, ils frappent dessus, tu vois. C'est comme l'affaire Benzema. L'attaquant de l'équipe de France, l'attaquant du Real Madrid qui est en garde à vue depuis presque bientôt 2 heures maintenant. Ça étonne certains qu'il y en a plein qui aiment aller jouer à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, il n'y a pas ce genre de trucs. Tu vois, c'est-à-dire que les gens, ils ne s'attardent pas sur ce que tu as fait pendant 2 mois. Ça a trop duré, c'est 1 semaine ou 2. Après, derrière, quand tu commences à repartir, tu commences à rejouer, les gens disent « Ah, ça y est, je pense qu'il a compris, ça passe à autre chose. » Tu vois ou pas? Ici, les gens vont rester sur ce que tu as fait pendant des mois et des mois. Et même toi, tu penses que, même dans ta tête à toi, tu penses que c'est bon, c'est fini, il faut que je passe à autre chose. Mais en fait, derrière, les gens ils attendent que ça, que tu fasses l'erreur. Benzema, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Benzema? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que c'est des gens qui font exprès de pas se comprendre autour de Benzema. Comment ça? Il y a un réel problème qui veulent pas comprendre ce mec, qui veulent pas comprendre cette génération. Benzema aujourd'hui en équipe de France, il est indispensable. Tu peux dire ce que tu en veux dire. Sincèrement, au Real de Madrid, Cristiano Ronaldo, si tu demandes à Cristiano Ronaldo, il va te dire mais Benzema, tant que je suis là, il bouge pas. Demande à Rihanna, même. Après ça, je suis pas au courant. Tu vois, mais Benzema, c'est l'un pour moi des meilleurs attaquants au monde. Tu vois. Je trouve que avant la polémique, il faut penser déjà à ce qu'il peut apporter à l'équipe de France, ce qu'il peut apporter à son pays. Parce qu'aujourd'hui, lui, il a envie de jouer pour l'équipe. Ça se voit qu'il a envie de jouer pour l'équipe de France, dans les matchs et tout, à la Coupe du Monde et tout. Qui n'aimerait pas avoir Benzema dans son équipe? Je
pense que sa plus grosse sanction aujourd'hui, c'est de ne pas faire l'Euro. Et je pense que là, il doit être comme un fou. Mais bon, voilà, c'est des épreuves de la vie, tu vois. Moi, ma plus grosse sanction, c'était de ne pas faire le match de Chelsea, tu vois. Mis à part toutes ces histoires-là, le match à l'Etihad, je l'avais préparé depuis longtemps dans ma tête. Et quand je ne l'ai pas fait, ça m'a mis un coup de fou, tu vois. Donc moi, je pense que je ressens la même chose que lui, de ne pas faire l'Euro. En plus, en France, tu vois, en France, ne pas faire l'Euro en France, pour lui, ça doit être un truc de fou, tu vois. Mais bon, après, ça, c'est des histoires qui peuvent se régler, ça dépend que de lui. Tu vois. Après, il a fait le maximum. Hein. Pendant qu'il était dans cette période-là, il marquait but sur but au Real. Il a tout fait pour être appelé. S'il s'en foutait, tu vois, il aurait joué tranquille, mais il a tout fait pour être appelé. Après, ça, c'est des choix qui ne me concernent pas et qui ne me regardent pas. Mais big up Benzema quand même. Oui, bien sûr. Dernier problème que tu as eu en date, qui est beaucoup plus sérieux pour le coup, c'est une altercation avec la police. Et Serge Aurier a été arrêté exactement vers 5h30 à sa sortie de boîte de nuit. Est-ce que tu peux nous donner ta version des faits? J'ai peur de me tromper et que au jugement, on me dise t'as pas dit ça dans ta déposition? Ouais. Parce que ce qui se passe, c'est que tu sors de boîte de nuit, c'est ça? Des policiers arrivent et qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent en sens interdit. Moi, je récupère la voiture, j'attends que le voiturier il arrive, donc je prends la voiture. Je récupère la voiture, donc on part. Et ils arrivent en sens inverse, en fait. En sens unique, ils arrivent de l'autre côté à fond. Une demande de circuler, départ. Nous, on avance, donc ils font marche arrière à fond. Ils viennent, mettez-vous sur le côté. C'est un contrôle, etc. Ok, on se met sur le côté. Après, on commence à envenimer les choses, à crier. Tu sais, la BAC, on connaît tous la BAC, on sait comment ça se passe. Comme ça, à crier, à insulter. Justement, ça, je crois que c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens, de journalistes, ne connaissent pas la BAC. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe? Ah non, mais c'était violent. Ils sont sortis de la voiture, ils m'ont insulté, ils m'ont contrôlé, je suis sorti, ils m'ont contrôlé, ils ont commencé à me brutaliser, le mec qui m'a poussé, je ne sais pas s'il y a la trace encore. C'est une petite bosse encore. Voilà, il y a la trace là, j'avais la lèvre pétée, tu vois. Le mec a commencé à me mettre des coups. Après aujourd'hui, les gens, le lendemain, quand ils ont vu que je suis en garde à vue, ils ne se sont pas demandé pourquoi, tu vois. Ils se sont dit, ouais, il est encore. Et en plus, le pire, c'est que le flic derrière, il dit que je lui ai mis un coup au thorax. Un coup de coude, tu vois. Un coup de coude. Si j'aurais vraiment voulu le toucher, je lui aurais mis une bonne droite, tu vois. Mais un coup de coude, ça sert à rien. Tu vois. Lui me met des droites sur le visage. Donc il me pète la lèvre et le front, tu vois. Et puis voilà, après je me retrouve en garde à vue parce que j'ai pas voulu rentrer chez moi. Parce qu'ils m'ont demandé de rentrer chez moi. J'ai pas voulu rentrer chez moi. J'ai dit que j'en allais aller pour que je porte plainte. Ce qui s'est passé, ils m'ont emmené garde à vue, 24 heures. Il y a des gens qui sont venus témoigner dans la nuit, tu vois, qui ont témoigné, qui ont sorti exactement ma version. Et je pense que sur cette affaire-là, j'ai rien à me reprocher. Je suis pas coupable parce que il y a au moins 5-6 témoignages dans la nuit, même après. Les gens qui sont allés parler, ils ont dit exactement ce que j'ai dit moi. Ceux qui étaient là autour, ceux qui ont vu la scène, tu vois. Et c'est là encore, je me suis dit encore que mon histoire avec les journalistes, c'est pas fini. Parce que le lendemain, quand c'est sorti dans la presse, c'était différent. C'était même pas ma version, parce que j'ai pas encore parlé. C'était la version qu'eux se sont inventés, tu vois. En disant, ouais, j'ai encore dérapé, j'ai frappé un policier et que je me suis retrouvé en garde à vue, etc. C'est un dérapage en plus, il faut vraiment... Il paraît que tu as crié en disant « Vous savez pas qui je suis Serge Aurier ». Jamais, je parle pas comme ça, moi. Ceux qui me connaissent savent très bien que je parle pas comme ça. Aujourd'hui, je vais dans des villes où les gens ne me connaissent pas, tu vois. Quelqu'un de connu, quelqu'un qui est connu dans tout le monde entier, c'est lui qui peut parler comme ça. Parce qu'il sait que quand il met un pied dans un endroit, tout le monde sait qui c'est. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux aller quelque part, les gens ne savent pas qui je suis. Donc, moi, c'est pas mon langage. C'est la première fois que tu as eu des problèmes avec la police dans ta vie? Ça t'est déjà arrivé avant? Oh, il y a déjà eu des contrôles et tout, mais ça n'a jamais débordé, tu vois. C'est des simples contrôles où je suis en règle, tu vois. Bonjour, contrôle. Comme on contrôle un mec normal, tu vois. Mais je pense que ce jour-là, le policier qui m'a touché, qui m'a apporté les coups,
ne savaient pas en fait qui j'étais. Tu vois. C'est après, quand les renforts ils sont arrivés, et que parmi eux, il y a quelqu'un qui m'a reconnu et qui a dit « Ah, c'est Serge Aurier ». Là, il est venu me voir. Et il a tapé encore plus fort. Non. Espèce de fiotte, je suis un pote de Laurent Blanc. On va voir c'est qui la fiotte. Non, il m'a demandé si on pouvait aller discuter, tu vois. Et moi, j'ai dit, c'est trop tard. Tu as eu le temps de me taper, de me faire tout ce que tu as envie de me faire. Et maintenant, tu veux discuter parce que tu sais qui je suis. C'est mort. Mais par contre, j'ai dit par contre que j'allais pas laisser cette histoire-là comme ça, tu vois. Parce que, à mon avis, ils ont l'habitude de faire ça, tu vois. Et ça, c'est la méthode de la BAC, de venir en mode violent, de contrôler les gens. Et là, ils ne sont pas tombés sur la bonne personne, tu vois. Parce que ce jour-là, j'étais côté passager. C'est ça le pire. C'est-à-dire même mon pote qui conduisait, au départ, ils ont dit que c'était un contrôle. Lui-même, ils ne l'ont même plus contrôlé, tu vois. Ils n'ont demandé aucun papier. Ils se sont mis directement côté passager, et c'était moi qui étais côté passager. Et au final, il n'y a eu aucun contrôle. Pourtant, à la base, ça devait être un contrôle. Comment réagit ta mère quand elle apprend cette affaire de la police? Bah, ça, c'est après l'histoire de Périscope, tout ça. Quand elle a vu encore qu'il y avait une autre polémique, bien sûr qu'elle a mal pris, tu vois. Elle t'a tapé? Non, pas du tout. Ma mère, elle ne me frappe plus. Elle me frappait avant quand je faisais des conneries, mais elle ne me frappe plus. Elle sait que je fais tout pour qu'elle soit bien. Elle sait que je me donne... je suis au maximum. Pour elle, je suis au maximum. Donc, elle sait qu'elle était déçue par rapport à l'histoire, la première, parce qu'elle me connaît et elle s'est dit, putain, c'est bizarre de voir comme ça, tu vois. Et avec beaucoup d'explications, elle s'est un peu calmée. Mais c'est surtout, c'est pas l'histoire, c'est pas la vidéo qu'elle a vue qui l'a choquée, c'est plus ce que les journalistes faisaient autour. Ça veut dire tous les jours, il y avait des articles. Tous les jours, il y avait des émissions. Tous les jours. Et ma mère, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup la télé. Elle aime bien regarder les matchs, elle connaît presque tous les joueurs. Elle aime bien regarder les films. Donc, c'est-à-dire que pendant cette histoire-là, j'aurais dû la ramener avec moi à Genève, tu vois. Je l'ai laissée ici. C'était l'erreur de ma vie. Elle est tombée malade pendant longtemps, tu vois. Et c'est ça qui m'a... Elle est tombée malade carrément? Ah ouais, elle est tombée malade. Elle est tombée gravement malade. De stress? Ouais, de stress. Elle avait une tension au-dessus de la moyenne. Elle était pas bien, tu vois. Et c'est vraiment ça qui m'a... Quand je suis rentré et que j'ai vu ça, ça m'a vraiment... Tu sais, moi, de base, je suis pas quelqu'un de rancunier, je suis pas quelqu'un de méchant. C'est-à-dire, tu peux me faire un truc, mais tant que tu n'atteins pas ma famille, ça me fait rien. Si c'est que moi, il n'y a pas de problème. Et même ce que j'ai dit, je ne vais plus jamais parler de cette histoire-là jusqu'à ce que je vais quitter la France. Et je ne vais plus parler aux médias jusqu'à ce que je vais quitter la France. Ce que j'allais te dire, c'est qu'au début de la conversation, tu as dit que tu allais quitter la France? Non, si jamais je quitte la France. Si tu quittes la France? Si je quitte la France. Parce que les rumeurs, elles te disent partant pour l'Angleterre? Ouais, c'est des rumeurs. Aujourd'hui, je pense que, comme je t'ai dit, moi... Parce qu'il y a une autre rumeur qui dit que Laurent Blanc s'en va à la rentrée. Selon nos informations, Unai Emery, l'entraîneur du FC Séville, a déjà été contacté. Oh, peut-être que tu restes. Ça, c'est le club qui décidera, tu vois. Zlatan, il va te manquer ou pas? Ouais. Tu vous êtes appelé quand il est parti? Non, mais en tout cas, ces derniers moments, on a tout fait pour le mettre bien. Parce qu'on sentait qu'il était touché un petit peu, tu vois. C'est difficile hein, de vivre dans un groupe comme ça et où tu vois que tout le monde t'apprécie et tout le monde a envie que tout le week-end tu marques parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel, tu vois. Mis à part ce que les gens disent autour de lui, c'est un grand bonhomme. Je dis c'est un grand bonhomme. Il paraît que c'est le roi des charrieurs surtout. J'espère l'équipe gagner beaucoup. Sans Ibra, c'est difficile, mais... Ouais, il met beaucoup, il met beaucoup de vannes, il met beaucoup de piques. Mais, il disait quoi, toi, comme vanne? Oh, Fiat. Non, moi, des fois, il m'appelait Africa. Tu vois. Un jour, quand je suis revenu de la CAN avec ma coupe, je me souviens de ce qu'il m'a dit. On était dans le vestiaire, tout le monde était content, tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi, tout ça. Lui aussi, il a applaudi. Après, il me serre la main, il me dit, t'es sûr que c'est pas du plastique, la coupe? Parce que vous la prenez tous à une main, tu vois, et c'était bizarre. Il me dit non, c'était la bonne. Il me dit non, c'est sûr c'est la fausse et tout ça, tu vois. Mais c'est quelqu'un, tu vois, qui... C'est les blagues de Zlatan. Voilà, mais il pique, il peut faire avancer les gens, tu vois. Il pique pas pour casser, pour dire, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que des fois, l'entraînement, il va te piquer, il va te dire des choses.
Si tu réfléchis pas, et si tu es quelqu'un de nerveux pour rien, tu vas te prendre la tête avec lui. Mais si tu es quelqu'un d'intelligent et tu sais pourquoi il a dit ça, si tu réfléchis bien, tu te dis il n'a pas tort. Et avec sa mentalité, aujourd'hui, si Paris est en haut, tu vois, c'est un peu grâce à lui, tu vois. Serge Aurier, dernière question. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est une équipe. Une équipe. Une clique. Quand j'étais petit, je prononçais beaucoup ce mot. Ouais, j'arrive avec ma clique là. Non, la définition d'une clique, c'est une équipe. Une équipe, une bande de potes. Ça peut être dans le foot, comme en dehors, tu vois. Il y en a qui sont dans les cités qui marchent en clique, tu vois. Mais moi, comme je suis dans le foot, je dirais mon équipe de Paris, c'est ma clique. Quand on descend tous les week-ends pour aller jouer, je suis avec ma clique, tu vois. On va faire quelque chose. On va s'amuser, on va gagner un match, tu vois. PSG, c'est ta clique? Ouais, c'est ma clique. Bah, merci d'avoir parlé à Clique. Avec plaisir, clique.